Bonjour tout le monde. Donc, on va entamer maintenant le troisième chapitre qui est dédié à la méthode des ratios. Donc, après avoir terminé l'ensemble des retraitements et des reclassements afin de refléter la réalité économique de l'entreprise, on a dit que la deuxième étape consiste à étudier l'équilibre financier de l'entreprise. Alors, pour cela, il faut établir ce qu'on appelle un bilan en masse. Un bilan en masse, c'est-à-dire tout simplement un bilan dans lequel figurent uniquement les 5 classes du bilan. Alors, à partir de ce bilan en masse, on a calculé, ou bien on calcule tout simplement les grandeurs d'équilibre financier qui sont le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Nous avons également discuté les recommandations que généralement un analyste financier propose afin de redresser la situation pour une entreprise qui a une trésorerie nette négative. Alors la méthode de ratio en fait complète cette démarche générale dans la mesure où elle vise à mettre en place et à calculer un certain nombre de ratios. Alors d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un ratio. Donc un ratio, c'est tout simplement un rapport entre deux éléments, par exemple x et y. C'est un rapport entre deux grandeurs, entre deux éléments. En fait, l'utilité d'un ratio, c'est que tout simplement, c'est un indicateur. C'est un indicateur. Et un indicateur, généralement, fournit une information. L'objectif d'un indicateur, c'est de nous donner une information. Bien sûr, les informations sont utilisées directement dans une information. Donc, on va dire l'information est utilisée dans la prise de décision. Donc, il faut voir cette partie-là dans ce sens-là. Tous les indicateurs, ou bien les ratios que nous allons présenter, aident à la prise de décision au niveau des entreprises. Alors, il faut signaler que dans la pratique, il existe des milliers de ratios. C'est-à-dire que l'entreprise peut imaginer, concevoir, mettre en place les ratios, des fois, qui sont adaptés à son activité, ou bien tout simplement à sa taille, ou bien tout simplement les besoins des dirigeants. Alors, généralement, on distingue entre 4 grandes catégories de ratios. Il y a ce qu'on appelle les ratios de structure financière ou d'endettement, les ratios de rentabilité ou de profitabilité, les ratios de liquidité ou de solvabilité, et en fin de compte, les ratios de gestion ou d'exploitation. Ce qu'on va essayer maintenant de faire, c'est de présenter les ratios les plus importants, ou bien on va dire les plus utilisés. Donc on va commencer avec la première catégorie, à savoir les ratios de structure financière ou d'endettement. Alors ces ratios montrent tout simplement comment l'entreprise, ou bien décrivent comment l'entreprise est-elle financée, c'est-à-dire autrement dit sa structure financière. Alors la structure financière, c'est une notion qui est très utilisée dans la gestion financière, donc on va expliquer tout de suite sa signification. Alors, les ratios de structure financière permettent également de savoir est-ce que l'entreprise peut emprunter davantage, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise peut faire, si vous voulez, recours davantage à des crédits ou bien à des dettes moyen-long terme. Alors, on a dit les structures financières. Alors, qu'est-ce que c'est que ces structures financières? Alors, la structure financière de l'entreprise, c'est tout simplement un pourcentage de capitaux propres plus les pourcentages de dettes de financement. Autrement dit, tout simplement, c'est la description de financement permanent, c'est-à-dire la classe 1. Le financement permanent. Donc, on parle de pourcentage des capitaux propres par rapport au pourcentage des dettes de financement. Alors, si on imagine que la structure financière, c'est 100% par exemple, ça c'est le 100%. Bien sûr, dans chaque entreprise, on a un pourcentage de capitaux propres et un pourcentage tout simplement des dettes, c'est-à-dire des dettes de financement. Je peux par exemple avoir 80% ici et donc automatiquement je vais avoir ici 20%. Je peux par exemple avoir ici 60% et ici par exemple avoir 40%. Je peux avoir par exemple ici 55% et ici 45%.
Essentiellement, chaque entreprise a sa propre structure financière. Il y a même des entreprises où il n'y a pas de dette, des entreprises marocaines où il n'y a pas de dette carrément, c'est-à-dire que 100% des capitaux propres. Sa structure financière, c'est 100% capitaux propres. Donc, par rapport à cette notion de structure, on peut faire sortir par la suite un ensemble de ratios. Bien sûr, si je vous demande, normalement, pour avoir une autonomie financière, pour avoir, si vous voulez, une situation saine par rapport à cette structure, il faut tout simplement que les capitaux propres soient supérieurs aux dettes de financement. Dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas échéant, c'est-à-dire si les capitaux propres dépassent les dettes de financement, on dit que l'entreprise dispose d'une autonomie financière vis-à-vis des banques ou bien vis-à-vis des établissements de crédit. Pourquoi? Parce que tout simplement, on imagine l'inverse. C'est-à-dire que si les dettes de financement dépassent les capitaux propres, si par exemple les dettes de financement sont de 80% et les capitaux propres sont de 20%. Autrement dit, le financement, 80% de financement dont dispose l'entreprise est fourni par les banques. Autrement dit, c'est une entreprise qui appartient aux banques tout simplement. Donc pour garder son autonomie financière vis-à-vis des banques, il faut tout simplement veiller à ce que les capitaux propres soient toujours supérieurs aux dettes de financement. Alors sur la base de cette distinction, ou bien sur la base de ce principe, on va tout simplement, ou bien on peut concevoir un certain nombre de ratios. Alors le premier ratio qu'on va présenter met en relation les capitaux propres par rapport aux dettes de financement. Les capitaux propres par rapport aux dettes de financement. Donc imaginez toujours ce que je viens de présenter, donc les dettes de financement et puis les capitaux propres. Alors à votre avis, si on met les capitaux propres sur les dettes de financement pour avoir l'autonomie financière, comment doit être ce ratio? Prenez également votre temps pour réfléchir. Alors, si vous l'avez bien deviné, il faut que tout simplement ce ratio soit supérieur à 1. Parce que tout simplement, si je fais passer les dettes de financement ici, donc je vais avoir capitaux propres supérieurs à 1 fois les dettes de financement. Et donc, je reviens à ce principe de l'autonomie financière. Donc une entreprise qui a ce ratio supérieur à 1, on va dire, c'est une entreprise qui a de l'autonomie financière. Alors si on applique ça sur notre étude, ou bien le deuxième, le ratio, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Alors le taux d'endettement met en relation les dettes de financement sur les capitaux propres cette fois-ci. C'est-à-dire c'est 1 sur ce ratio, ce premier ratio. C'est l'inverse du premier ratio. Bien évidemment, si le premier doit être supérieur à 1 pour avoir l'autonomie financière, le deuxième doit être inférieur à 1 pour avoir l'autonomie financière. Alors le troisième ratio met en relation les capitaux propres par rapport au financement permanent. Ça veut dire tout simplement cette partie-là par rapport à l'ensemble au total. Parce que le total représente tout simplement le financement permanent. On a dit le financement permanent, c'est les capitaux propres plus les dettes. Donc cette partie-là relative aux capitaux propres divisé par le total. Alors à votre avis, ce ratio il doit être comment pour avoir une autonomie financière? Alors si vous avez la bonne réponse, ce ratio doit être tout simplement supérieur à 0,5, autrement dit à 50%. Tout simplement, si on imagine que c'est 100%, les capitaux propres doivent être supérieurs à 50%. Ils doivent avoir là, si vous voulez, la grande partie, ou bien la grande part. Donc c'est supérieur à 0,5. Dans ce cas-là, on dit que l'entreprise dispose de l'autonomie financière. Sinon, s'il s'agit d'un ratio qui est inférieur à 0,5, à 50%, on va dire que l'entreprise n'a pas d'autonomie financière. Alors on va essayer de projeter ça sur l'étude de cas. Donc les capitaux propres, on a tout simplement ces éléments à partir de bilan en masse. Donc le bilan en masse, on a cette information.
Donc il suffit de voir en bilan en masse cette information. La même chose également pour les dettes de financement. Les deux se retrouvent dans le bilan en masse. Donc si vous voulez, on peut tout simplement jeter un coup d'œil rapide sur le bilan en masse pour avoir, voilà, nous avons ici le bilan en masse, donc je l'ouvre. Voilà, donc on a dit les capitaux propres, donc ils sont là, divisés par les dettes moyen long terme. Donc je reviens à ma présentation et voilà, donc j'ai mis les deux valeurs, donc les capitaux propres sur les dettes de financement, comme vous avez ici sur le bilan en masse. Voilà, donc les capitaux propres divisés sur les dettes moyen long terme. Et voilà. Donc le rapport entre les deux nous donne une valeur de 1,81. Donc la valeur ici est supérieure à 1, donc on peut conclure que l'entreprise dispose de l'autonomie financière. Elle a plus de capitaux propres que de dettes. Alors si on applique le 2 ratio, donc pas la peine d'aller chercher l'information plus loin, donc les deux chiffres sont là, donc vous inversez le ratio, donc on va se retrouver avec 0,5, 0,5 est inférieur à 1, donc l'entreprise est là, l'autonomie financière. Pour le troisième ratio, on a tout simplement les capitaux propres sur le financement permanent, c'est-à-dire le total. Donc quand on dit le total, ça veut dire le total des capitaux propres et les dettes. On a le total qui est de 11 241. Vous pouvez avoir le total directement du bilan en masse et bien sûr vous avez les capitaux propres. Alors ça donne 0,6 quelque chose. Donc on a dit que si c'est supérieur à 0,5, ça veut dire que l'entreprise dispose de l'autonomie financière et c'est le cas. Donc si c'est supérieur à 0,5, donc l'entreprise dispose de l'autonomie financière. Voilà les trois ratios pour l'autonomie financière. Alors, d'autres ratios. Alors, un autre ratio, toujours dans le cadre de la structure financière d'endettement, met en relation le financement permanent et l'actif immobilisé. Autrement dit, la classe 1 avec la classe 2. Alors, normalement, ce ratio, à votre avis, doit être comment ? Alors, si vous avez la bonne réponse, il doit être supérieur à 1. Ça veut dire tout simplement, si on développe mathématiquement, ça veut dire que le financement permanent doit être supérieur à l'actif immobilisé. Je vais faire passer l'actif immobilisé de l'autre côté. Donc je vais avoir le financement permanent doit être supérieur à l'actif immobilisé. Alors si je développe davantage en mettant l'actif immobilisé dans cette partie-là, donc je vais avoir financement permanent moins l'actif immobilisé et doit être supérieur à 0. Alors si vous faites attention, financement permanent moins actif immobilisé, ça nous rappelle tout simplement le fonds de roulement, parce que le fonds de roulement, c'est le financement permanent moins l'actif immobilisé. Et donc je peux maintenant revenir ou bien faire la démonstration à l'inverse. C'est-à-dire à partir de cette relation de fonds de roulement doit être supérieure à 0, je peux aboutir à ce ratio dans l'autre sens. C'est pourquoi ce ratio est appelé également ratio de fonds de roulement. Alors un autre ratio met en relation cette fois-ci l'actif immobilisé et l'actif total. Donc l'actif immobilisé, c'est tout simplement la classe 2 et le total actif. Et bien sûr, ce ratio montre l'importance des immobilisations par rapport au total actif, c'est-à-dire l'importance des investissements, parce qu'on a dit que l'actif immobilisé, c'est tout simplement l'investissement réalisé, ou bien l'ensemble des investissements réalisés par l'entreprise. Donc quand vous mettez actif immobilisé sur le total actif, vous visez à savoir quelle est l'importance
des immobilisations ou bien de l'investissement par rapport au total actif. Autrement dit, le poids, c'est pour avoir une idée sur le poids des investissements. Alors, on va faire une petite application. Donc, le financement permanent, on l'a à partir de bilan en masse, et bien sûr, elle est déjà sur le ratio précédent, divisé par l'actif immobilisé. Alors, l'actif immobilisé également se retrouve dans le bilan en masse. Donc, ces deux informations se retrouvent dans le bilan en masse, actif immobilisé et l'actif immobilisé et le financement permanent. Donc, en mettant en relation les deux, on se retrouve avec 1,8. Donc, il s'agit ici d'un ratio qui est supérieur à 1 et donc le fonds de roulement de cette entreprise est positif. Et ça, on l'a déjà vu lors de calcul de fonds de roulement. Alors, pour le deuxième ratio, donc on va prendre l'actif immobilisé juste à partir de là. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Et on va le diviser par le total actif. Et le total actif, c'est 23 534. Là également, ce chiffre existe sur le bilan en masse. Et donc là, vous avez ici un chiffre de 0,26. Ça veut dire tout simplement que les investissements représentent 26% du total actif de l'entreprise. Je répète, les investissements pour cette entreprise représentent 26% de son total actif. Voilà pour cette première catégorie des ratios appelés des ratios de structure financière ou bien d'endettement. Alors maintenant, on va voir une deuxième catégorie des ratios, c'est-à-dire les ratios de rentabilité ou de profitabilité. Alors, rentabilité, profitabilité, donc on comprend facilement que ces ratios montrent tout simplement est-ce que l'entreprise dégage suffisamment de rentabilité par rapport aux capitaux propres, par rapport aux capitaux investis, par rapport au chiffre d'affaires réalisé, etc. C'est pourquoi on distingue plusieurs niveaux de rentabilité. Donc on va commencer par ou bien par expliquer le terme rentabilité d'une façon générale. Alors quand vous entendez le terme rentabilité, il faut toujours imaginer ce ratio. Rentabilité, ça veut dire tout simplement un résultat sur quelque chose. Un résultat sur quelque chose. Le terme rentabilité tout court. Bien sûr, par la suite, on va ajouter un mot à côté, on va parler de rentabilité commerciale, financière, économique, etc. Mais le terme rentabilité veut dire un résultat sur quelque chose. Ça dépend de la rentabilité. La rentabilité de quoi? De capitaux propres, la rentabilité des capitaux investis, la rentabilité du chiffre d'affaires, etc. Alors, le premier ratio que nous allons découvrir, c'est le ratio de rentabilité commerciale. Là également, nous avons commercial de plus. Nous avons la rentabilité commerciale. Donc la rentabilité commerciale fait, si vous voulez, appel au chiffre d'affaires. Donc tout simplement, ce ratio est calculé de la façon suivante. On prend le résultat sur quelque chose. Et puisqu'on parle de rentabilité commerciale, c'est le résultat net sur le chiffre d'affaires. Alors, si on veut calculer ce ratio par rapport à notre étude de cas, donc il faut aller chercher le résultat net. Donc, le résultat net, c'est à chercher dans le CPC. Nous avons également ce résultat net sur le bilan. Et bien sûr, c'est le même. Et pour le chiffre d'affaires, c'est au niveau du CPC. Bien sûr, on peut voir ça rapidement sur le CPC ou bien le bilan. Donc on va voir ça sur le CPC. Alors le voilà le CPC. Donc vous avez le résultat net, elle est là en bas. Donc le résultat net, elle est là, elle est de 500 divisé, ou bien pardon, le résultat divisé par le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, elle est là, le chiffre d'affaires global, elle est là. Voilà. Voilà, donc on va revenir à notre présentation. Donc on a dit que
la rentabilité commerciale se calcule en mettant le résultat net par rapport au chiffre d'affaires. Alors si vous faites ce ratio, vous allez vous retrouver avec une valeur de 0,013. Alors 0,013, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire 1,3%. 1,3%. Alors 1,3 quoi? C'est 1,3 dirhams pour 100 dirhams. Bien sûr, vendu. Alors si on veut faire une interprétation de ce ratio, on va dire que tout simplement chaque 100 dirhams, donc on commence par ça, chaque 100 dirhams vendu par l'entreprise génère 1,3 dirhams de bénéfice. C'est pourquoi on parle de 1,3 dirhams pour 100 dirhams, 100 dirhams vendus. Donc chaque 100 dirhams vendus génère 1,3 dirhams de bénéfice. Bien sûr, on s'aperçoit et on comprend que cette entreprise, il a un grand problème par rapport à sa rentabilité commerciale. Imaginez, vous vendez 100 dirhams et vous avez dans 100 dirhams uniquement 1,3 de bénéfice. C'est vraiment très peu. Eh bien, c'est pourquoi cette entreprise est en difficulté. Déjà, on le comprend par rapport à sa faible rentabilité commerciale. Alors, le ratio, ou bien le deuxième ratio, c'est un ratio de rentabilité économique. Alors, bien évidemment, également ici, on va avoir un résultat. Mais ce n'est pas un résultat net, c'est un résultat d'exploitation. Alors, ce ratio-là, c'est un ratio qui est destiné aux managers. Parce que qui s'occupe de l'exploitation, ce sont tout simplement les managers. Ce sont les managers qui génèrent tout simplement ce résultat d'exploitation à travers l'activité, que ce soit commerciale ou bien industrielle. Et on divise sur le capital économique. Alors, le capital économique, c'est une notion qui veut dire tout simplement l'actif immobilisé. Ça veut dire tout simplement la classe 2. C'est le capital économique. C'est le matériel de production ou bien les immobilisations. Alors, si on calcule ce ratio pour notre entreprise, là également le résultat d'exploitation se retrouve dans le CPC. Et le capital économique, c'est tout simplement l'actif immobilisé qui se retrouve dans le bilan en masse. Alors, le montant de 977, on va le chercher sur le CPC. Donc, vous prenez le CPC et vous allez retrouver tout simplement ce résultat d'exploitation ici. Voilà le montant de 977. Et on établit le rapport entre les deux. Alors, cette rentabilité économique, elle est dans notre cas de 0,15. Alors, ça veut dire tout simplement, ici, c'est 15%. Donc, 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement 15 dirhams pour 100 dirhams de capitaux économiques. Autrement dit, chaque 100 dirhams investis par l'entreprise, pourquoi on parle investi? Parce que là, ce sont les investissements économiques. Donc, chaque 100 dirhams investis par l'entreprise génère 15 dirhams de bénéfices d'exploitation. Je répète, bénéfice d'exploitation et non pas un bénéfice net. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé uniquement le résultat d'exploitation. Alors, ce résultat d'exploitation, cette rentabilité plutôt économique, on va la décomposer de la façon suivante. Donc, on va diviser, on va prendre le ratio d'exploitation, on va le diviser par le chiffre d'affaires, et par la suite, on va prendre le chiffre d'affaires et on va le diviser par le capital économique. Bien sûr, vous pouvez comprendre que ça ne change rien par rapport à ce ratio, dans la mesure où vous pouvez tout simplement mathématiquement simplifier par ça
et revenir à notre ratio, c'est-à-dire résultat d'exploitation sur les capitaux propres. Mais on a besoin maintenant de décomposer. Alors pourquoi on essaye de décomposer? C'est pour comprendre d'autres éléments qui sont relatifs à cette rentabilité économique. Alors, ce ratio, bien ce premier ratio qui est le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires, montre la marge réalisée, ou bien la marge commerciale. C'est la marge d'exploitation, c'est une marge d'exploitation, c'est la marge, c'est la rentabilité, si vous voulez, commerciale, mais uniquement par rapport au résultat d'exploitation, c'est-à-dire sans prendre en considération le résultat financier ou bien le résultat non courant, uniquement le résultat d'exploitation. Donc ce ratio-là montre la rentabilité commerciale de l'entreprise ou bien la politique de marge commerciale de l'entreprise. Alors que quand vous mettez le chiffre d'affaires sur le capital économique, vous calculez tout ce qu'on appelle un ratio de rotation, c'est-à-dire la rotation de matériel. Alors généralement, une entreprise commerciale, purement commerciale, cherche une forte rotation, cherche à maximiser. Donc pour les entreprises commerciales ou bien les grandes distributions, pour les sociétés de grande distribution, elles cherchent à augmenter davantage le ratio de rotation. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils sacrifient? Ils sacrifient la marge. Ils se contentent d'une grande rotation du capital économique et ils sacrifient la marge. Et ça, c'est leur politique. Je pense que vous avez remarqué ça au niveau des grandes surfaces. Chaque fois, il y a des promotions. Et qui dit promotion, ça veut dire que vous minimisez la marge commerciale. On retrouve généralement que les prix ou bien au niveau qui existe au niveau des grandes surfaces sont toujours inférieurs aux prix qui existent au niveau du marché. Et donc, c'est ça la philosophie de la rentabilité économique de ces entreprises. Alors, elles réduisent la marge, mais elles augmentent la rotation. Pourquoi la rotation va augmenter? Parce qu'elles augmentent leur chiffre d'affaires. En baissant les marges, le chiffre d'affaires augmente et donc la rotation qui est représentée par ce ratio augmente davantage. Ça, c'est la stratégie, si vous voulez, des entreprises qui sont commerciales. Par contre, pour les entreprises industrielles et immobilières, ils ont une stratégie, si vous voulez, inverse. Autrement dit, pour les entreprises industrielles, elles doivent maximiser leur marge. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement, ils ne peuvent pas maximiser la rotation de leur capital économique. Alors, si je prends une entreprise immobilière, alors le projet de construction va par exemple contenir, je ne sais pas, une centaine d'appartements. Donc, si vous allez vendre ce chiffre d'affaires, ou si vous allez réaliser cette vente, vous avez uniquement un nombre qui est très limité. Donc, vous ne pouvez pas maximiser le chiffre d'affaires dans ce cas-là. Ce que vous pouvez maximiser, c'est la marge gagnée sur chaque appartement, parce que de toute façon, votre chiffre d'affaires va être, si vous voulez, faible. Donc, il faut maximiser la marge. La même chose pour les entreprises industrielles. Les entreprises industrielles, par exemple l'industrie des automobiles. Donc leur faible rotation, ou bien ils ont une faible rotation en termes de capital économique, mais la marge, elle est très élevée. Elle est très élevée. Si je prends par exemple une entreprise comme Apple, qui est une entreprise industrielle, les prix qu'ils facturent contiennent une marge qui est très très importante. Mais leur chiffre d'affaires reste, ou bien la rotation de leur capital reste faible. Bon, moyennement faible. Donc ça dépend, si vous voulez, de stratégie de chaque entreprise. Alors quand on va faire la décomposition de ce ratio, qui est le ratio de rentabilité économique, on va comprendre la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'elle est basée sur la maximisation de ce ratio de rotation ou bien sur la maximisation de la marge? Alors pour notre entreprise, donc on va reprendre ce ratio, on va le décomposer sur le chiffre d'affaires tiré du CPC, le voilà, et on va diviser sur
le capital économique. Alors, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que les 0, donc 15 ici, donc 15. Alors, les 15% de rentabilité économique proviennent essentiellement d'une forte rotation du capital économique, alors que la marge, elle est très faible. Et ça, on l'a vu avec la rentabilité commerciale de tout à l'heure. C'est une très faible marge, mais l'entreprise récupère une partie sous forme, si vous voulez, d'une grande rotation de capital. Donc déjà, on peut comprendre ici que cette entreprise si vous voulez, est une entreprise qui a une stratégie d'une entreprise qui est commerciale et non pas industrielle. Alors, c'est un exemple qui va montrer davantage l'importance de cette décomposition. Alors, si vous prenez avec moi, donc vous avez ici 3 sociétés X, Y, Z. Donc chaque entreprise a un chiffre d'affaires, et puis le résultat d'exploitation et le capital économique. Ce sont des données que nous avons tirées des états de synthèse de chaque entreprise. Donc les états de synthèse contiennent ces informations, et puis on va calculer la marge, ou bien le ratio de marge et le ratio de rotation. Donc on a déjà explicité ça. Donc d'abord, la rentabilité économique, c'est tout simplement le résultat d'exploitation divisé par le capital économique. Donc on va faire le calcul pour l'ensemble de ces 3 sociétés. Et par la suite, on va calculer la marge pour chaque entreprise et également le ratio de rotation selon cette décomposition. D'accord ? La marge et la rotation. Alors, prenez avec moi les 2 dernières entreprises, c'est-à-dire Y et Z. Alors, vous allez remarquer que nous avons ici une égalité. Ces 2 entreprises réalisent la même rentabilité économique, mais avec 2 stratégies différentes. Pourquoi ? Alors là, vous pouvez remarquer que la stratégie de l'entreprise Z est basée sur la maximisation de ratio de rotation, c'est-à-dire rotation du capital économique, le chiffre d'affaires soit le capital économique. Par contre, l'entreprise Y, il a un ratio faible de cette rotation. Donc un ratio qui est très faible de cette rotation de capital économique. Inversement, la marge ou bien la stratégie de Y se base sur la maximisation de la marge. Sur la maximisation de la marge, alors que l'entreprise Z, non, elle a une faible marge. Donc ce sont 2 stratégies différentes, mais finalement qui aboutissent au même résultat. Donc déjà, on peut comprendre que l'entreprise Z, qui a un ratio de rotation qui est très élevé, elle est de type commercial, alors que Y, elle est de type industriel. Finalement, on aboutit au même résultat. Je parle bien de même rentabilité économique. Mais si vous voulez maximiser votre rentabilité économique, et ça c'est l'exemple idéal de l'entreprise X. X, c'est, si vous voulez, c'est le cas idéal. Si je prends par exemple le maximum de rotation de Z, ce qui est celui de Z, et le maximum de la marge qui est de Y, je les prends en 2. Regardez, notre rentabilité économique peut passer à 24%. C'est une rentabilité qui est très grande par rapport à la rentabilité de Y et de Z. Donc cette décomposition, si vous voulez, de cette rentabilité économique nous donne une idée sur la stratégie de l'entreprise en termes de rotation de capital et des marges pratiquées, les marges pratiquées. Alors maintenant, on va voir le troisième ratio de rentabilité, à savoir la rentabilité financière. Alors la rentabilité financière, elle est calculée par rapport aux capitaux propres. Donc on prend le résultat net et on le divise par rapport au
capitaux propres. Alors si on reprend les valeurs de notre étude de cas, donc le résultat, ou bien le résultat net, il est de 500 comme nous l'avons vu tout à l'heure. Sur les capitaux propres tirés également du bilan en masse, on se retrouve avec 0,06, ça veut dire 6%. Ça veut dire 6 dirhams pour 100 dirhams. Alors, je vais vous demander de mettre en pause, si vous voulez, la vidéo et de réfléchir sur le sens ou bien la signification de ce ratio. Alors, si vous l'avez bien deviné, on peut dire que ce ratio peut être interprété de la manière suivante. On va dire que chaque 100 dirhams investi par les actionnaires. Alors, quand on a parlé tout à l'heure de la rentabilité économique, on a parlé de investi par l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on parlait de l'actif immobilisé, on parlait du capital économique. Et ce capital, c'est une stratégie qui émane de l'entreprise. L'entreprise, elle a une personnalité morale qui est autonome. C'est les managers qui décident de la politique d'investissement. Mais ici, on parle des actionnaires. On parle des actionnaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit ici non pas de capital, ou bien du capital économique, il s'agit des capitaux propres. Et les capitaux propres proviennent tout simplement, ou bien sont fournis par les actionnaires. Donc, un actionnaire, par exemple, qui veut participer dans cette société, peut être très intéressé par ce ratio. Parce qu'il sait que s'il va mettre 100 dirhams de son argent dans cette société, il va récupérer 6 dirhams de bénéfices. Bien sûr, pour notre cas, ça reste très faible. C'est une rentabilité financière qui est très faible. Alors, ce ratio, il est généralement donc, orienté vers les actionnaires, comme je viens de dire, parce que ce sont ces derniers qui participent, qui apportent les capitaux propres. Voilà pour ce troisième ratio. Alors là également, avec le ratio de rentabilité, on peut faire une décomposition. Alors cette décomposition, ou bien dans cette décomposition, on va utiliser le chiffre d'affaires et une notion du capital investi. Alors le chiffre d'affaires, vous le connaissez, donc on va diviser par le chiffre d'affaires. Et puis la deuxième notion, c'est celle des capitaux investis. Bien sûr, c'est une décomposition qui ne change en rien le ratio, parce que comme vous pouvez le voir ici, mathématiquement, je peux simplifier ici avec le chiffre d'affaires, donc avec le capital investi et capital investi, et puis je vais me retrouver avec mon ratio d'origine, à savoir le résultat net sur les capitaux propres. Donc finalement, je ne change rien par rapport au résultat de ce ratio. Donc ce ratio-là, il contient une notion nouvelle qui est celle des capitaux investis. Alors qu'est-ce qu'on entend par un capital investi? C'est très simple, c'est le financement permanent. C'est la classe 1. C'est tout simplement la somme des capitaux propres et des dettes de financement. C'est le capital investi. Investi par qui? Bien sûr, investi par, c'est le financement total de l'entreprise. Alors, les capitaux investis. Alors, si je veux davantage développer ce deuxième ratio, donc je vais mettre capitaux investis sur les capitaux propres. Donc, on sait que les capitaux propres, que je viens de le préciser, c'est les capitaux propres plus les dettes de financement. Donc, je vais reprendre cette décomposition ici. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir capitaux propres sur les capitaux propres et puis les dettes de financement sur les capitaux propres. Alors, les capitaux propres sur les capitaux propres, ça me donne 1. Ça nous donne 1, plus dette de financement sur les capitaux propres. Alors, ce ratio-là, on l'a déjà vu dans la partie des ratios de structure financière. Dette de financement sur les capitaux propres, on l'a appelé taux d'endettement. Donc, à partir de de ce développement, on arrive à la décomposition suivante. Donc, la rentabilité financière, maintenant, elle est composée de la rentabilité. Alors, ça, c'est la rentabilité commerciale. Alors, également, donc c'est un ratio de marge. C'est un ratio de marge. Ici, vous avez un ratio de rotation. Ça veut dire que
Combien? Pourquoi on l'appelle rotation? Bien évidemment, c'est parce que ici, on calcule le chiffre d'affaires par rapport aux capitaux investis. Alors, par rapport aux capitaux investis, donc si on se retrouve par exemple, je vais vous donner un chiffre, par exemple de 500%. Donc 500%, ça veut dire tout simplement que chaque 500 pour 100 dirhams. Ça veut dire que chaque 100 dirhams investi des capitaux propres, sous forme de capitaux propres, génère 500, toujours dirhams, 500 dirhams de chiffre d'affaires. C'est la rotation des capitaux investis. C'est la rotation des capitaux. C'est-à-dire quand les capitaux investis tournent et génèrent un chiffre d'affaires. Parce que derrière la rotation de ces capitaux, il y a une activité. C'est-à-dire il y a un chiffre, il y a des ventes, il y a un chiffre d'affaires. C'est pourquoi on appelle ce ratio-là, comme celui d'ailleurs précédent, il y a une petite différence juste par rapport aux capitaux économiques, capitaux investis, c'est un ratio de rotation. Rotation, bien sûr, soit des capitaux investis, soit des capitaux, ou bien du capital économique, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, on obtient un ratio de marge, un ratio de rotation de capitaux propres, et puis un ratio d'endettement. Alors maintenant, par rapport à cette décomposition, comme je viens de le dire, on obtient trois informations. Une information, ou bien le premier ratio, c'est un ratio de marge. Alors le premier ratio, il nous montre tout simplement la politique de marge de l'entreprise, qui exprime tout simplement son comportement commercial sur le marché. Bien sûr, quand on parle de marge, c'est-à-dire en termes de prix. Deuxième ratio, c'est la politique de rotation, qui tout simplement montre les choix industriels et techniques concernant la production de l'entreprise. Alors, ce ratio, il montre également l'efficacité du matériel productif de l'entreprise. Alors, vous avez exemple, par exemple, pour 1 dirham de capital investi de bailleurs de fonds, combien de chiffre d'affaires génère-t-il? C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire, quand l'argent investi par les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les actionnaires tournent, ça génère combien? Ça génère du chiffre d'affaires. Combien ça génère de chiffre d'affaires? Donc voilà les investisseurs qui mettent de l'argent ici, et quand ils mettent de l'argent ici, ça génère un chiffre d'affaires. Ça produit un chiffre d'affaires, on appelle ça un ratio de rotation. Donc ça montre tout simplement les choix en matière d'investissement, en matière technique, industrielle de l'entreprise. Bien sûr, si on opte pour une forte rotation, ça veut dire que nous avons tout simplement ou bien nos investissements sont plus performants. Et la troisième partie de cette décomposition, ou bien le troisième ratio, c'est un ratio qui montre tout simplement la politique d'endettement de l'entreprise. Alors si on applique ça sur notre entreprise, ou bien notre étude de cas. Donc déjà, on a calculé la rentabilité financière tout à l'heure, donc c'est le ratio d'origine. Maintenant, on va le décomposer, comme je viens de dire, par rapport au chiffre d'affaires et par rapport aux capitaux investis. Donc, à partir de cette décomposition, on obtient les valeurs suivantes. Donc déjà là, on comprend que l'entreprise a une faible marge. Ça renforce la conclusion de tout à l'heure par rapport à cette politique ou bien cette stratégie d'entreprise qui consiste à augmenter le taux de rotation. Et bien sûr, ça montre également, ou bien la troisième, si vous voulez, composante, montre l'importance des dettes dans cette rentabilité. Donc ici, il s'agit d'un effet, ce qu'on appelle un effet de levier, puisque 1,5, ça va tout simplement faire augmenter davantage la rentabilité. Mais malgré ça, vous avez là un grand problème pour cette entreprise qui casse tout, qui casse le ratio de rotation, qui casse également cet effet de levier, c'est tout simplement qui casse bien sûr cette capacité de générer des
du bénéfice ou bien de la rentabilité à partir des dettes. Donc vous avez toujours ce problème-là, il faut le voir, il est clair. Il y a un problème ici par rapport à la marge. Donc finalement, on obtient à peine un 0,06 de rentabilité.